Alors, en fait, moi j'aime énormément ce film. Si vous connaissez l'œuvre de Lucrezia Martel, vous savez qu'il y a une grande continuité, bien sûr, par rapport à ces personnages féminins, par rapport à cette question de l'étrangeté, à ces lieux hors du centre de l'Argentine, c'est-à-dire on est loin de la grande ville, on est loin des représentations traditionnelles de la capitale, de Buenos Aires. Et dans ce film, c'est très beau parce que c'est comme si on a une femme qui est le centre du monde, qui est habituée à être le centre du monde, et tout d'un coup, elle ne sait plus exactement qui elle est. Et tout le début du film et à cette résonance un peu inquiétante, un peu étrange, de cette femme qui, on ne sait pas, elle ne reconnaît personne, elle ne parle presque pas, et pourtant, le monde s'arrange très bien, puisqu'on ne lui demande rien. Tout le monde est à son service, tout le monde est là pour elle, que ce soit, et ça, j'y viendrai après, mais les gens qui travaillent pour elle, tous les hommes qui l'aiment, puisqu'il y en a 3 qui sont extrêmement plus attentifs. Une personne qui, de toute façon, ne sait plus exactement pourquoi elle est là, et ce n'est pas grave, puisque tout le protocole, en quelque sorte, et c'est pour ça que l'image de la reine m'est venue, c'est qu'elle arrive dans le cabinet, elle ne sait même plus, elle s'assoit comme n'importe quel patient, et en fait, tout le monde vient tout de suite gérer pour elle, lui mettre sa blouse, ou même continuer son activité en le donnant à son frère. Donc parmi les hommes qui sont autour d'elle, donc il y a cet homme, au début on croit que c'est son mari, et en fait c'est son cousin qui est aussi son amant. Il y a son mari qui est assez attentif aussi, et il y a aussi son frère. Et pareil, à chaque fois on ne sait pas exactement lequel est le mari, il faut un certain temps avant qu'on comprenne ce que chacun de ces hommes représente exactement dans cette sorte de tribu de la bourgeoisie salteigne, donc de cette bourgeoisie qui appartient donc à la région d'où vient Lucrezia Martel, qui est donc la région de Salta, au pied des Andes en quelque sorte, vraiment à égale distance d'Antofagasta au Chili, et je sais plus ce qu'il y a en face parce que c'est beaucoup plus au nord que Buenos Aires. Je voulais faire ma maline avec la géographie, en fait je sais plus. Mais excusez-moi. Mais voilà, donc il y a toute cette étrangeté aussi de ce lieu, de cette terre qui ne correspond à rien, où les codes sociaux, et je pense que ça en le revoyant, je me rends compte à quel point le film est important aussi dans cet état du monde, dans cet ordre, en fait, qui est celui d'une hiérarchie bien précise à Salta. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce film, c'est évidemment le portrait de cette femme, l'étrangeté totale, comment on représente cette étrangeté par le son, par l'image, par les raccords aussi qui sont extraordinaires. Cette femme, elle est couchée, elle se penche, et en fait, le plan suivant, c'est déjà un moment du jour différent, on ne sait pas exactement quel jour. On est totalement perdu, à la fois dans les rapports entre les gens, dans le temps, le lieu aussi, on ne sait pas très bien, il faut repasser 3 fois par le même lieu pour comprendre que c'est en plus le canal vide, le canal plein, comment tout se transforme très très vite, mais la seule chose qu'il reste, c'est cet ordre hiérarchique très fort au niveau social. Et je me souviens qu'en relisant des choses sur le film pour ce soir, il y avait à l'origine du film 2 choses qui sont un rêve récurrent. C'est quelque chose dont Lucrezia Martel parlait au moment de concevoir ce scénario, c'est que elle dit voilà, il y a parfois des rêves, souvent des cauchemars, qu'on fait de manière récurrente. Et elle était hantée en quelque sorte, en disant moi je ne me souviens pas de mes rêves, mais je fais souvent un rêve étrange qui consiste à avoir une culpabilité diffuse. C'est-à-dire que ce sentiment d'avoir tué quelqu'un et d'être un coupable dans son rêve sans savoir exactement pourquoi, et ce transport, enfin, comment dire, cette obligation de continuer à bouger, à être dans le monde avec une culpabilité dont on ne discerne pas bien les causes, est un lieu de cauchemar. Et moi je pense, bon après c'est mon interprétation délirante, mais le fait qu'elle soit dentiste, ça a beaucoup à voir aussi. Parce que j'imagine que vous avez tous fait ce genre de rêve où vous perdez les dents, etc. Enfin, voilà, il y a tout un univers onirique qui est convoqué presque malgré le film. En tout cas, à l'origine, il y avait ce rêve récurrent d'avoir tué quelqu'un, de ne pas se souvenir d'avoir tué quelqu'un, mais d'être coupable de toute façon. Et je pense que c'est quelque chose de très fort dans le film, parce que par ailleurs, et ça tout le début du film
me semble répondre à cette logique-là, qui est celle des films de zombies. C'est-à-dire qu'elle parle en disant, moi je voulais parler d'un cauchemar et faire, en disant, mon inspiration était donc Carnival of Souls ou La Nuit des Morts Vivants. Et il y a un vrai, je pense, une vraie filiation aussi par rapport au film d'horreur, ne serait-ce qu'aussi quand elle est dans la séquence avec chez la tia Lal, quand il y a cet enfant et la vieille dame dit non mais le regarde pas sinon on va pas partir, comme si c'était des démons, en disant c'est des revenants. Or, c'est un petit garçon qui est le fils de l'une des employées de la maison. Et en plus, l'apparition de ce petit démon, après on voit que c'est un gamin qui joue avec les guêpes, etc. Et en plus, l'apparition de ce garçon est terrible parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la fille qui a l'hépatite, voilà, la fille qui a l'hépatite prend un verre de limonade et pose le verre. Et après, c'est ce petit garçon qui commence à boire dans le verre. Donc moi, tout de suite, j'ai vu la contamination par tout le monde va avoir l'hépatite et ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés, etc. Donc, bon, après, évidemment, le film ne s'attarde jamais là-dessus. Parce que de cette chronique d'une femme zombie, qui ne sait plus très bien, en plus il y a des plans avec un cadrage quand elle se lave au stade, où elle est déjà décapitée, c'est magnifique pour répondre au titre du film. Et après, ce moment d'horreur, il me semble que le film va basculer, va après à nouveau, les choses commencent à entrer dans l'ordre, et c'est sa famille qui commence à tout prendre en main, en disant, ne t'inquiète pas, rien n'est arrivé ici, enfin, c'est vraiment tout est fait pour que, de toute façon, ici, il ne s'est rien passé, les radiographies, l'hôtel, la voiture qui est réparée, tout le monde s'occupe de tout pour que cet incident n'ait jamais eu lieu. Et c'est vrai que là, personne ne peut l'accuser de quoi que ce soit, puisqu'elle-même, la seule conviction qu'elle a, c'est d'avoir tué quelqu'un, et tout le monde se dit, de toute façon, ce n'est pas possible. Je trouve qu'il y a une sorte de double mouvement, qui est d'abord une espèce de... Le film se remplit, vraiment. Enfin, il y a d'un seul coup, l'univers est envahi de signes qui la ramènent tout le temps à ce qui s'est passé, que ce soit effectivement la biche morte qui est déposée sur la table, des choses plus subtiles, par exemple le fait qu'elle retrouve du coup le tableau justement qui était mentionné au début dans l'hôtel, dans la chambre d'hôtel, et qui revient ensuite, etc. Et en fait, où ça se remplit jusqu'à ce qu'il y ait ce corps du jeune homme en fait au football, et que là il y ait une espèce de trop-plein et qui coïncide aussi avec le trop-plein aussi du canal. Et après, du coup, c'est l'inverse, tout se vide. Et effectivement, tout rentre dans l'ordre, et tout ce qui était présent, tout ce qui était partout, tout ce qui envahissait complètement en fait, se dévide, disparaît, se rétracte, jusqu'à ce qu'en fait, il reste plus rien, et même c'est même plus la même personne. Elle a plus la dernière trace, c'était les cheveux qui, enfin, c'est une autre femme, quoi. Oui, c'est vrai. C'est très beau ce que tu dis, effectivement, sur ce mouvement et la pluie qui accompagne tout ça, qui à la fois efface mais provoque tout. Après, toute cette stagnation, tout le monde stagne. Et ça, ce sont des choses qu'on a déjà vues aussi dans ces autres films. C'est que tout le monde étouffe, tout le monde... Il y a vraiment toujours... Ça sent mauvais, ça sent... on asphyxie. Et puis, à un moment aussi, je pense, sans aller dans l'interprétation délirante, mais quand même... avec le jardinier qui veut percer partout et dit ici il y avait une fontaine ou une piscine et on a tout bouché, et donc tout est vraiment dans ces sortes de réparations mais un peu fausses. Et moi ce qui m'impressionne comme tu dis, quand elle rechange la couleur de ses cheveux, c'est de se rendre compte à quel point quand il y a quelque chose de grave qui lui arrive, personne, elle a dit non, c'est rien, on oublie, et la vie continue son rythme. Et quand elle change de couleur de cheveux, à nouveau, les gens disent, ah mais tu as changé de couleur, et là on lui pose des questions, est-ce que c'est toi qui l'as fait, c'était ton ancienne couleur, là on lui pose de vraies questions.